Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Instants ISF qui a l'immense plaisir de recevoir sur son plateau le professeur Dominique Pilon. Dominique Pilon, bonjour. Bonjour. Depuis la crise financière de 2007, il y a eu une grosse mutation au niveau des banques centrales. Vous venez d'animer une conférence intitulée Les mutations des banques centrales, quelle analyse, quelle évolution. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement avec la crise financière dans ce qu'on pourrait appeler la doctrine des banques centrales? Bien, avant la crise, les banques centrales pensaient qu'il suffisait de créer les conditions de stabilité monétaire, c'est-à-dire une inflation basse, pour que l'économie soit stable, qu'il n'y ait pas de crise financière. Et l'erreur a été d'oublier que quand il y a la stabilité monétaire, ça peut au contraire conduire à une crise financière parce que c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tranquillité qui a été énoncé par un économiste post-keynésien qui s'appelle Minsky, qui est que quand tout va bien, eh bien c'est là que les gens, les opérateurs, les banques, les financiers prennent des risques. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une période de basse inflation à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a eu des prises de risques énormes. Les banques centrales n'ont pas vu que ceci était probablement annonciateur d'une crise qui allait arriver. Alors, donc la crise est arrivée et les banques centrales ont fait des progrès importants. Elles ont reconnu que la stabilité monétaire, ce n'était pas suffisant et qu'il fallait qu'elles s'occupent aussi de la stabilité financière. Ce qu'elles font maintenant, elles sont aujourd'hui des superviseurs des risques, notamment des risques systémiques, c'est-à-dire les risques qui concernent la stabilité du système financier. Elles ont aussi mis en œuvre de nouvelles politiques, et les politiques dites non conventionnelles, en particulier ce qu'on appelle le quantitative easing en anglais, ou la politique d'assouplissement monétaire en français, qui a consisté à aider les entreprises et les banques qui étaient en difficulté en les finançant à des taux d'intérêt très bas, parfois proche de zéro, parfois même négatif. Et elles ont aussi joué un rôle très important en luttant contre donc l'instabilité financière à leur tour. Et aussi, il y avait un autre risque, particulièrement en Europe, c'était le risque de déflation. C'est-à-dire les prix chutaient, l'inflation était négative, et ça peut être très mauvais, ça peut entraîner un phénomène cumulatif de chute de l'inflation, chute de la production, chômage, etc. Donc elles sont intervenues massivement avec des politiques dites non conventionnelles. Elles ont réussi à empêcher la déflation. Alors, elles ont réussi à empêcher aussi l'effondrement du système financier international, mais en faisant ça, elles ont aussi injecté énormément de liquidités. Et du coup, il y a eu beaucoup d'agents qui se sont endettés massivement parce que le taux d'intérêt était très bas. Et aussi sur les marchés financiers, aujourd'hui, il y a trop de liquidités et on peut craindre que demain, ça alimente la spéculation, l'instabilité financière. Et donc, c'est une politique dont le bilan est mitigé. C'est-à-dire, oui, elles ont empêché la déflation et l'effondrement du système financier, mais n'ont-elles pas préparé la prochaine crise par les politiques non conventionnelles qu'elles ont menées, qui ont été trop peut-être imprudentes, qui ont alimenté trop la liquidité et peut-être demain la spéculation et les crises futures. Voilà. Ensuite, il y a un autre défi des banques centrales dont j'ai parlé dans ma conférence, c'est le défi du climat et de la transition écologique. Donc les banques centrales ont pris conscience de la question des risques qui sont liés au climat, les risques liés aux inondations, les risques liés au fait que les politiques vont peut-être changer et que donc il y a des réglementations vont devenir plus strictes et ça va coûter aux banques, ça va coûter aux entreprises. Donc ces risques-là, il faut absolument les prendre en compte. Et les banques centrales se sont réunies dans un réseau qui aujourd'hui comporte une quarantaine de banques dans le monde, dont 2 banques africaines, en Afrique du Sud, la Banque d'Afrique du Sud et la Banque du Ghana, et qui travaillent ensemble pour voir comment prendre en compte ces nouveaux risques liés à la transition climatique. Par contre, là où les banques centrales n'ont pas encore avancé suffisamment, c'est pour le financement de la transition écologique qui coûte très cher et pour comment mettre en place une nouvelle politique monétaire mieux adaptée à ces besoins. Alors, les banques centrales dans le monde aujourd'hui ne veulent pas financer la transition, elles considèrent que ce n'est pas leur métier. Je pense qu'elles ont tort, surtout qu'en fait, quand on regarde quelles sont leurs interventions sur les marchés, dans le cadre de leur politique non conventionnelle, elles ont en fait très largement financé
les secteurs qui sont carbonés, comme on dit, c'est-à-dire qui émettent du CO2 qui est responsable du réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui, il faut que les banques centrales corrigent leur politique, améliorent leur politique pour favoriser les secteurs qui sont tournés vers la transition, les énergies renouvelables en particulier. Voilà, donc tout ça, c'est des évolutions en cours. Et puis le troisième défi dont j'ai parlé, c'est les défis que rencontrent les banques centrales face à la digitalisation. Donc c'est un sujet assez différent, mais tout à fait important aussi. C'est-à-dire que la digitalisation transforme les métiers de la banque. Il y a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché de la finance. Il y a les GAFA, il y a par exemple des entreprises comme Orange Mobile, et il y a des autres acteurs qu'on appelle les FinTech, c'est-à-dire les technologies de la finance. Et ceci déstabilise le système bancaire. Il y a plus de concurrence, donc les banques sont un peu en difficulté. Et les banques centrales doivent s'adapter, maintenant qu'elles ont en charge le risque, de gérer les risques, eh bien, elles doivent s'adapter à cela, et c'est la question que j'ai abordée. Donc pour le moment, c'est nouveau ce phénomène, mais on peut penser que de plus en plus, elles devront s'adapter. Par exemple, elles devront peut-être mettre des règles plus strictes pour limiter l'entrée sur le marché d'acteurs nouveaux. Aujourd'hui, il y a un acteur qui veut rentrer sur le marché de la monnaie, c'est Facebook, qui est un des GAFA, et en créant sa propre monnaie qui s'appellerait le Libra. Et cette monnaie-là, elle concurrencerait les monnaies officielles, elle nuirait à la politique de la Banque centrale, notamment elle pourrait déstabiliser les systèmes de paiement. Donc il faut que les banques centrales s'attaquent à ce problème. Elles sont en train d'y réfléchir, d'ailleurs, je crois, mais c'est un défi majeur pour elles dans les prochaines années. Je vais vous poser une question dont l'expression, je l'emprunte à un livre dont j'oublie son auteur, qui dit que les banques centrales sont à la fois des pompiers et des pyromanes. Est-ce que vous ne pensez pas à la faveur d'une reprise en main par les banques centrales pour tout ce qui concerne la supervision des risques, ces banques centrales ne sont pas en train d'en faire un peu trop, de nature à peut-être ralentir l'économie? Je crois que simplement il faut adapter la régulation, il ne faut pas forcément l'alourdir, mais il faut l'adapter mieux aux nouveaux risques, aux nouvelles contraintes. Et je pense que tout le monde y gagnera. C'est-à-dire que si on a une régulation qui est bien adaptée aux nouveaux risques qui se développent, je pense que ça sera bénéficiaire à tout le monde. Et donc, je ne crois pas que les banques centrales en font trop. En tout cas, il faut qu'il y ait des échanges avec le monde des entreprises, le monde des banques, etc., pour voir un peu comment appliquer et mettre en œuvre ces régulations. Mais pour ma part, en tant qu'économiste, je ne crois pas qu'il y a un risque de trop de régulation. Je pense qu'il y a un risque d'une mauvaise régulation qui serait mal adaptée aux risques, aux enjeux de la période actuelle. Professeur, est-ce que demain on peut s'entendre à des banquiers centraux écologistes? Ah oui. Alors oui, j'ai terminé ma présentation en disant qu'il fallait qu'il y ait une nouvelle génération de banquiers dans le futur qui soient vraiment des banquiers écologistes, c'est-à-dire tournés, préoccupés par les questions de l'environnement et aussi du développement durable. Et d'ailleurs, j'ai cité une étude aussi qui a montré que les banquiers centraux des pays en développement, des pays émergents, sont quelquefois sont en avance et plus sensibles aux questions de développement durable et d'écologie que les banquiers centraux des pays dits avancés comme les États-Unis ou en Europe. Et donc, oui, je crois qu'il va falloir que de plus en plus les banquiers centraux aient une âme et une sensibilité écologique. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, professeur. On constate que, après avoir écouté votre conférence, qu'il y a des profondes mutations qui sont en cours. C'est peut-être inquiétant de voir, en l'occurrence, notre BCEAO rester un peu dans sa zone de confort, dans sa zone de confort. S'adapter. Tout à fait. En tout cas, professeur, merci beaucoup. Merci bien. Merci. Au revoir.